Il avait tout. De l'argent, des voitures de luxe, un manoir à couper le souffle et un empire construit à la sueur de sa front. Mais au moment où il avait le plus besoin de son fils, ce qu'il a reçu, c'était du mépris. Que faire lorsque le prix du succès est la perte de ce qui compte vraiment? Restez jusqu'à la fin et découvrez comment l'ingratitude peut détruire même le plus grand des millionnaires. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like, car vous ne voudrez pas manquer ce qui va arriver. Maintenant, passons à l'histoire. Roberto a toujours cru que la richesse serait la réponse à toutes les angoisses auxquelles lui et son fils, Carlos, pourraient être confrontés. Depuis le décès de sa femme, alors que Carlos n'était qu'un petit garçon de 5 ans, Roberto a pris sur lui la responsabilité d'assurer un avenir brillant au garçon. Avec un dévouement presque obsessionnel, il travaillait jour et nuit, accumulant chaque centime pour investir dans des entreprises qui pourraient rendre sa vie et celle de son fils plus confortable. En un peu plus de 2 décennies, Roberto a transformé un petit atelier de réparation de téléphones portables en une chaîne technologique multinationale. L'ascension a été fulgurante et elle a été accompagnée de récompenses, de reconnaissance et bien sûr, de beaucoup d'argent. Le manoir où il vivait, situé sur une colline avec une vue privilégiée sur la ville, était entouré de jardins impeccablement entretenus. Une longue allée de palmiers conduisait les visiteurs à l'entrée principale, où les doubles portes en acajou portaient un blason personnalisé représentant l'initiale du nom de famille. Tout là-bas était synonyme d'opulence, mais aussi d'une recherche incessante de statut et d'affirmation. La chambre de Carlos, depuis son plus jeune âge, était remplie de tout ce dont un jeune homme pouvait rêver. Des ordinateurs de dernière génération, des jeux vidéo importés, d'énormes téléviseurs, des récompenses et des trophées sportifs que Roberto tenait à sponsoriser, entre bien d'autres extravagances. Adolescent, Carlos voyageait à l'étranger en jet privé et séjournait dans des hôtels de luxe pour découvrir différentes cultures. Roberto était certain qu'en investissant dans cette éducation presque princière, il assurait non seulement le bien-être de son fils, mais aussi son amour et sa gratitude. Tout au long de la jeunesse de Carlos, les événements sociaux au manoir sont devenus de plus en plus fréquents. Des hommes d'affaires, des politiciens et des célébrités du monde du spectacle étaient constamment présents aux dîners exclusifs organisés par Roberto. Il a tenu à présenter son fils comme l'héritier présomptif de cette succession, espérant que Carlos apprendrait, à travers ses interactions avec des hommes et des femmes d'affaires prospères, les nuances et les astuces du monde des affaires. Lors de chacune de ces rencontres, Roberto a fièrement commenté la manière dont il était parti de zéro et était arrivé jusqu'ici, soulignant l'importance du travail acharné, du courage et de la persévérance. Carlos, à son tour, a absorbé ces valeurs d'une manière unique. Ayant grandi au milieu de tant de luxe, il a commencé à voir la richesse non pas comme le résultat d'une sueur abondante et d'innombrables nuits blanches, mais comme quelque chose de pratiquement naturel. Dès son plus jeune âge, il s'est habitué à avoir tout à portée de main, sans vraiment comprendre les coulisses du succès obtenu par son père. J'ai observé plus l'exhibitionnisme des fêtes que l'effort quotidien. Dans son esprit, la vie était une ascension constante vers des positions plus élevées, toujours entouré de serviteurs, de conseillers et de personnes prêtes à le flatter. À l'âge de 18 ans, Carlos a été envoyé dans la meilleure université du pays pour étudier l'administration des affaires. L'intention de Roberto était de perfectionner le potentiel de son fils, en lui faisant apprendre de manière académique ce que la pratique des affaires lui avait déjà enseigné. Pour Carlos, l'université est devenue un lieu où il pouvait renforcer l'image de fils de millionnaire qu'il aimait tant. Il se fait bientôt des amis influents, formant un cercle de collègues intéressés par les fêtes, les voitures importées et les voyages extravagants qu'il organise le week-end. Durant cette période, Roberto voyait à peine son fils. Entre les exigences de la gestion de l'énorme entreprise qu'il avait créée et les voyages successifs de Carlos dans des lieux paradisiaques,
Les réunions de famille se limitaient à de brefs appels téléphoniques formels. Le père, cependant, ne s'en souciait pas tant. Selon lui, Carlos vivait sa vie et apprenait à être heureux. Si ce bonheur incluait des voitures de luxe et des maisons de vacances, c'était très bien. Roberto pensait que l'argent était le passeport vers le bonheur de son fils et il se réjouissait de pouvoir lui fournir tous les avantages possibles. Quelques années plus tard, Carlos revint de l'université, mais ses actions n'avaient pas grand-chose à voir avec la responsabilité que Roberto attendait de lui. En fait, le jeune homme semblait plus intéressé par la création d'une sorte de club d'influenceurs, mélangeant des personnes célèbres, des sportifs et des chanteurs, pour tenter de créer son propre empire de marketing et d'image sur les réseaux sociaux. Roberto, voyant l'enthousiasme de son fils, décide d'injecter un capital considérable dans cette idée. Après tout, rien n'était plus important que d'encourager le rêve de Carlos. Au fil du temps, les cheveux de Roberto sont devenus gris et sa force a commencé à montrer des signes de déclin. La vie lui a demandé des sacrifices, d'innombrables nuits blanches, des contrats tendus avec les investisseurs, des changements de stratégie de marché, des crises financières mondiales qui ont presque conduit son entreprise à la faillite. Mais il a surmonté tout cela, toujours motivé par le désir de laisser un héritage inestimable à Carlos. L'empire qu'il avait bâti n'était pas seulement le reflet de ses capacités d'entrepreneur, mais la pierre angulaire de l'avenir de son fils. Carlos, aujourd'hui âgé d'une trentaine d'années, dirigeait différentes branches de sa propre entreprise, mais toujours sous l'ombre et le soutien financier de son père. Il vivait entouré de conseillers, d'avocats et de consultants, tous ayant en tête le prestige et l'argent qui gravitaient autour de lui. L'image publique de Carlos était celle d'un jeune homme d'affaires visionnaire, quelqu'un qui se disait innovant et charismatique sur les réseaux sociaux, même si dans la pratique, les décisions clés étaient toujours prises par Roberto, de manière plus silencieuse. Avec sa santé compromise par le rythme intense de travail, Roberto a commencé à avoir des problèmes d'hypertension artérielle et avait besoin de contrôles fréquents. Le médecin lui a conseillé de déléguer plus de tâches, de se reposer et peut-être de penser à une retraite partielle. Mais Roberto ne se sentait pas en sécurité en laissant tout entre les mains de Carlos. Non pas parce qu'il doutait de l'intelligence de son fils, mais parce qu'il avait remarqué son insouciance dans les tâches quotidiennes les plus élémentaires, comme le respect des horaires, des délais et des responsabilités sans le soutien constant d'un bataillon d'employés. Malgré tout, il a décidé de passer un test. Carlos s'est vu confier le contrôle d'un des secteurs clés de la société qu'il surveillait seulement à distance. Au cours des premiers mois, tout s'est relativement bien passé car Carlos avait le soutien des vétérans. Cependant, en voyant les résultats positifs, le jeune homme est devenu encore plus confiant, ou plutôt arrogant. Il a commencé à licencier des employés expérimentés, pensant qu'il n'en avait pas besoin. Leur prise de décision a commencé à être influencée par les opinions d'amis et de personnes qui savaient peu de choses sur le fonctionnement réel de l'entreprise. En quelques mois, le secteur s'est retrouvé confronté à une crise dans ses relations avec ses clients et ses fournisseurs. La confiance a été ébranlée. Roberto, sentant la température monter, a dû intervenir. Il a tenu des réunions d'urgence, rétabli les contacts, présenté ses excuses aux partenaires commerciaux et renégocié les contrats rompus. Il a stoppé l'hémorragie et a réussi à stabiliser le secteur. Pour Carlos, cependant, cette intervention était un acte de méfiance, quelque chose qui blessait son orgueil. Il n'a jamais remercié son père d'avoir tout arrangé. Au contraire, il a commencé à se plaindre du manque de liberté, de ne pas être pris au sérieux, d'être traité comme inexpérimenté. Au lieu de réfléchir à ses erreurs, il a cherché des coupables extérieurs, dont Roberto lui-même, qu'il a accusé de vouloir tout sous contrôle. Face à ce scénario, la relation entre père et fils a commencé à se détériorer. Lorsqu'ils parlaient, c'était uniquement pour discuter affaires ou demander plus d'argent pour un projet visionnaire de Carlos. Il n'y avait plus de dîner de famille, plus de conversations sur la vie personnelle.
Roberto, fatigué de vouloir plaire à son fils à tout prix, commença à ressentir une profonde mélancolie, comme si toute la fortune qu'il avait accumulée avait soudainement perdu son sens. Il ne souhaitait pas seulement agrandir davantage son domaine. Je voulais profiter de vrais moments avec mon fils, parler de la mère de Carlos, me souvenir d'histoires simples du passé. Mais cela semblait hors de portée car Carlos vivait un rythme effréné de fêtes, de voyages et d'engagements pseudo-professionnels. Au fil du temps, la santé de Roberto s'est encore détériorée. Il a eu une crise cardiaque et a dû être hospitalisé pendant quelques jours. Durant son hospitalisation, il a subi une série de tests et le médecin a souligné qu'il devait réduire drastiquement son stress. Sinon, il risquait de faire une crise cardiaque massive. La recommandation était claire. S'éloigner un peu de l'entreprise, avoir une routine plus légère, prendre soin de son alimentation et surtout de son bien-être émotionnel. Roberto, bien qu'effrayé, se sentait plus à l'aise en déléguant des tâches maintenant que l'Empire était minimalement structuré et que théoriquement, Carlos pouvait assumer une grande partie des fonctions. Dans sa chambre d'hôpital, Roberto a essayé d'appeler son fils à plusieurs reprises. Je voulais non seulement parler de l'importance de redoubler d'attention pour l'entreprise, mais aussi entendre quelques mots d'affection et d'inquiétude. Cependant, Carlos répondait rarement. J'étais toujours en réunion, en voyage ou sans signal de téléphone portable. Les rares fois où il répondait, il le faisait par message, disant qu'il était occupé, qu'il réglerait tout plus tard, que son père ne devait pas s'inquiéter. Cet éloignement a fait beaucoup plus mal à Roberto que la maladie physique. Il commença à se rendre compte qu'il n'avait peut-être jamais eu la véritable affection de Carlos, mais plutôt une illusion construite à travers l'argent et les privilèges. La veille de sa sortie de l'hôpital, Roberto a reçu la visite de Mariana, une vieille amie de la famille et femme d'affaires qui était partenaire dans certains projets. C'était le genre de personne qui a toujours admiré Roberto non seulement pour son succès, mais aussi pour sa position éthique et sa générosité. Lors de cette visite, en plus d'apporter des fleurs, Mariana a longuement parlé avec Roberto, qui a parlé de la solitude qu'il ressentait. Il a dit qu'au fond, la seule chose qu'il souhaitait vraiment était de pouvoir compter sur son fils dans sa vieillesse, que Carlos puisse prendre soin de lui quand le moment viendrait, ou au moins lui offrir un soutien émotionnel. Mariana, bien qu'elle ait essayé de le rassurer, savait au fond d'elle-même que Carlos n'était pas comme ça. Il suffisait de voir la façon dont il se comportait en public. Il a néanmoins promis d'aider Roberto de toutes les manières possibles, lui suggérant d'appeler son fils pour une conversation sérieuse dès qu'il quitterait l'hôpital. Quelques jours plus tard, Roberto fut libéré et retourna au manoir. Au fond de son cœur, il espérait être accueilli avec affection par son fils, peut-être un câlin ou un geste d'inquiétude. Cependant, lorsqu'il est entré dans la maison, il n'a trouvé que des employés, des agents de sécurité et des personnes s'occupant de la maison. Carlos n'était pas là. Le secrétaire personnel de Carlos a expliqué qu'il avait dû se rendre à Los Angeles en toute hâte, car il y avait soi-disant une opportunité de conclure un contrat d'1 million de dollars avec une star de cinéma. Roberto, fatigué et encore secoué, pouvait à peine montrer de l'indignation. Il monta dans sa chambre avec une expression désolée et s'allait se reposer, réfléchissant en silence sur la direction que sa vie avait prise. Une semaine entière s'est écoulée. Carlos n'est pas revenu, n'a pas appelé, n'a envoyé aucun message expressif à son père. Les seules nouvelles qui arrivaient étaient des photos de lui et de son entourage dans des hôtels luxueux, des plages isolées et des fêtes exclusives. Roberto commença à ressentir un profond découragement qui confinait à la dépression. Il pensait à la façon dont il avait consacré toute sa vie à créer une fortune colossale, dans le vain espoir que cela rapprocherait son fils de lui. Aujourd'hui, dans sa vieillesse, il ressent exactement le contraire. Carlos lui semble de plus en plus distant, comme si Roberto n'était rien d'autre qu'une formalité dans l'organigramme familial. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle crise sanitaire frappe Roberto.
Un matin, il a ressenti une douleur intense à la poitrine et des difficultés à respirer. Il s'est rendu compte que quelque chose n'allait vraiment pas et a rapidement appuyé sur le bouton d'urgence installé à côté du lit. Les ambulanciers sont arrivés 10 minutes plus tard et l'ont emmené d'urgence dans un hôpital privé. Avant de monter dans l'ambulance, Roberto a pensé à leur demander de contacter Carlos. Il voulait parler à son fils, lui faire savoir ce qui se passait. L'équipe médicale s'est précipitée pour stabiliser son état. Les tests ont indiqué qu'il avait subi une crise cardiaque et qu'il aurait besoin d'interventions urgentes. Roberto a subi une angioplastie, a été gardé en observation aux soins intensifs pendant quelques heures et, grâce à une intervention rapide, a survécu. Malgré tout, les médecins ont été catégoriques. Des soins plus importants étaient indispensables dans la période post-opératoire, en plus du repos et de la rééducation. Mais une fois de plus, le téléphone de Carlos était soit éteint, soit en mode messagerie vocale. Roberto a insisté pour essayer de le contacter, mais il a toujours reçu la réponse que son fils était en réunion cruciale, sans avoir le temps de l'interrompre. Même s'il était épuisé, Roberto a décidé d'envoyer un message clair par l'intermédiaire de son avocat et ami personnel, le docteur Paulo. Il a demandé à Paulo de localiser Carlos et de lui dire que son père était à l'hôpital et avait besoin de le voir de toute urgence. Mais les jours passèrent et Carlos n'apparut pas. Et à aucun moment, Roberto n'a reçu de rappel téléphonique. Le cœur du vieil homme d'affaires se serrait de plus en plus d'angoisse. Il avait le sentiment que toute son existence se réduisait à des chiffres et à des dollars, et que l'amour qu'il espérait recevoir de son fils était aussi illusoire qu'un mirage dans le désert. Un jour, l'inattendu s'est produit. Carlos est arrivé à l'hôpital, presque 10 jours après l'incident, accompagné de 2 personnes étranges que Roberto n'avait jamais vues auparavant. Il s'agissait, semble-t-il, de partenaires américains intéressés par des partenariats. Vêtu d'un costume bien coupé, Carlos entra dans la pièce et fit un geste hostile, comme s'il suivait le protocole. Roberto, ému et encore faible, essayait de s'asseoir dans son lit pour parler à son fils. Malgré tout cela, Carlos ne montra que peu d'inquiétude. Son regard était lointain, comme s'il était là simplement pour accomplir une formalité ou pour montrer aux étrangers un geste de supposée responsabilité familiale. Roberto voulait parler de sa propre santé, de la façon dont il avait failli mourir, mais avant même qu'il puisse s'exprimer, Carlos l'a interrompu en lui disant qu'il ne pouvait pas perdre trop de temps, car il avait une réunion prévue. Alors Roberto insista. « Mon fils, nous devons parler. Tu sais, j'étais au bord du gouffre, j'ai failli ne pas survivre. C'est toi qui me manques, pas l'argent. Il est important que vous compreniez cela. » Carlos soupira avec impatience. « Papa, je suis désolé que tu aies des problèmes de santé, mais honnêtement, ma vie ne peut pas s'arrêter. Je dois continuer à travailler. Je dois continuer à faire ce que tu m'as appris. Rechercher le succès, les résultats. Je ne peux pas rester là et regarder en arrière. » Ces mots, prononcés sur un ton glacial, frappèrent Roberto comme des poignards. Il a néanmoins essayé de faire appel au côté émotionnel de son fils, en lui rappelant qu'il avait toujours été à ses côtés, en payant ses études, en le soutenant dans toutes ses démarches, en prenant soin de chacun de ses besoins. Cependant, Carlos, comme s'il était immunisé contre tout cela, s'est limité à dire que ces choses étaient l'obligation d'un père qui a des ressources, et que Roberto ne faisait rien au-delà de ce qu'on attendait de lui. L'air dans la pièce semblait devenir lourd. Les 2 hommes qui accompagnaient Carlos reculèrent à petits pas, gênés, faisant semblant de ne pas faire attention. Roberto sentit sa poitrine se serrer de douleur, réalisant qu'aux yeux de son fils, il n'était rien de plus qu'un pourvoyeur, quelqu'un dont l'obligation était de payer les factures et d'ouvrir les portes. Il n'y avait donc aucun lien authentique d'affection ou de gratitude. Une infirmière est venue ajuster la perfusion de Roberto et a senti l'atmosphère tendue, mais est restée professionnellement silencieuse. Après quelques minutes, Carlos regarda sa montre et dit qu'il devait y aller. Roberto, presque suppliant,
lui a demandé s'il pouvait au moins lui parler en privé sans la présence des partenaires. Carlos regarda les hommes qui se retirèrent promptement puis s'approcha de son père avec une expression de légère impatience. « Parle maintenant, que veux-tu » Roberto, d'une voix tremblante, répondit « Je veux que vous vous souveniez de qui nous sommes. Je veux que vous compreniez que rien n'est plus important que la famille. L'argent, la gloire, tout cela est éphémère. Mais si nous perdons l'humanité, il ne reste plus rien. J'ai besoin que tu restes à mes côtés, mon fils. Juste pour quelques jours. Prenons soin de l'entreprise ensemble, mais surtout, je veux que nous prenions soin les uns des autres. » Carlos soupira, évitant de regarder son père dans les yeux. « Papa, écoute, je n'ai pas le temps pour ces drames émotionnels. Tu as eu une vie incroyable, tu as accompli tout ce que tu voulais, et maintenant tu ne peux pas m'empêcher d'accomplir encore plus. Mon emploi du temps est chargé et, honnêtement, je ne pense pas que rester assis ici à discuter va aider qui que ce soit. » Roberto sentit les larmes monter, mais il essaya de garder son sang-froid. « Peux-tu au moins rester avec moi demain ou après-demain, jusqu'à ce que je sois libéré ?» Carlos secoua la tête avec impatience. « J'y réfléchirai, je dois partir maintenant. Prends soin de toi, papa. » Et il est parti, laissant Roberto dévasté. Le vieil homme d'affaires se tenait là, immobile, regardant la porte se fermer. Il était certain qu'un gouffre s'était ouvert entre lui et son fils, un gouffre qui ne pourrait peut-être jamais être comblé. Les heures qui suivirent furent un silence de mort dans la pièce, interrompu seulement par le bip des machines et les instructions des infirmières. Le temps passa et Carlos ne revint pas le lendemain, ni le surlendemain. Roberto a été libéré et est retourné au manoir. Un programme de soins à domicile a été mis en place, avec des médecins et des physiothérapeutes venant à domicile pour l'aider à récupérer. Il attendait, chaque jour, de voir arriver son fils. Cependant, Carlos était de plus en plus impliqué dans les voyages et les projets, n'apparaissant que lorsqu'il avait des intérêts commerciaux à discuter. Au fil des mois, Roberto s'est rendu compte que Carlos ne dormait même pas dans le manoir, préférant son penthouse dans la partie la plus noble de la ville, où se déroulaient les fêtes et les événements sociaux. Au fil du temps, la solitude de Roberto est devenue atroce. Il se souvient comment tout a commencé. Une petite entreprise, beaucoup de dévouement, des nuits blanches et la certitude qu'il le faisait pour l'avenir de son fils. L'Empire était désormais debout, mais le lien entre le père et le fils semblait avoir été brisé. Il ne restait qu'une sombre formalité, comme si chacun était employé par l'autre. Cela a rongé Roberto de l'intérieur, le poussant à repenser chaque décision qu'il avait prise dans la vie. Après tout, à quoi bon tout cet argent s'il ne pouvait pas gagner l'affection de son propre fils? Jusqu'au moment critique. Un jour, Roberto a eu besoin d'aide pour sortir du lit. Il ressentit une vive douleur dans le bas du dos et tomba sur le sol de sa chambre, incapable de bouger. Il a crié à l'aide et les employés ont accouru pour l'aider. Dès qu'ils l'ont stabilisé dans un fauteuil roulant temporaire, Roberto a envoyé chercher Carlos, car c'était le week-end et théoriquement, son fils serait en ville. La réponse qu'il a reçue était la même que d'habitude. Carlos ne pouvait pas répondre parce qu'il était à une conférence très importante et n'avait pas de date de retour à la maison. C'est alors que Roberto a décidé de prendre une décision qui allait tout changer. Dans un accès de désespoir, il a personnellement appelé le téléphone portable de Carlos et, étonnamment, il a répondu, mais avec sa froideur habituelle. Roberto, respirant à peine correctement, dit « Mon fils, je suis dans une situation critique. Besoin de vous maintenant. Ce n'est pas une question d'affaires, c'est une question de moi. Je suis presque immobilisé et j'ai besoin de votre aide. » Carlos soupira à l'autre bout du fil et répondit « Papa, vous avez des infirmières, vous avez des médecins, vous avez des physiothérapeutes, vous avez tout ce que l'argent peut acheter. Pourquoi veux-tu que j'y aille ? Je suis dans une réunion qui pourrait déboucher sur des contrats de plusieurs millions de dollars, vous savez. Je ne peux pas tout laisser tomber à chaque fois que tu as une urgence. » L'expression de Roberto devint incrédule.
Sa voix s'éteignit et il essaya une fois de plus de faire appel. « Je ne veux pas de ton argent, Carlos. Je veux juste ton temps, ton attention. Une réunion ne mourra pas si tu as quelques heures de retard. Mais je suis fatigué, mon fils. J'ai vraiment l'impression que je n'ai plus la force de me battre seul. » Carlos, ferme et sans céder, répondit « Papa, je suis désolé, mais tout le monde a ses problèmes. Si vous n'êtes pas en bonne santé, embauchez plus de personnes. Constituez une équipe de soins de santé plus importante. Je ne peux pas mettre ma vie et mon entreprise en suspens. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses pour lesquelles je dois me battre. » Roberto sentit alors sa poitrine se serrer. Une larme coulait sur son visage, mais sa voix était sèche. « Voilà donc ce que j'obtiens, après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est ma récompense pour l'amour et le dévouement de toute une vie. » Carlos, impatient, mit fin à la conversation. « Papa, ne sois pas dramatique. Tu voulais faire de moi un homme qui réussit et tu as réussi. Maintenant, laisse-moi travailler. » Et il a raccroché. Ce fut le dernier coup de poignard dans le cœur de Roberto. Il ressentait un vide profond, une douleur non seulement physique mais émotionnelle, comme si toutes les années de dévouement avaient été jetées à la poubelle. À la fin de cette journée, dans sa chambre, entouré d'infirmières, il se mit à pleurer convulsivement, se rappelant chaque sacrifice qu'il avait fait, chaque difficulté qu'il avait surmontée. Il se demandait où il avait pu se tromper, comment il avait pu élever un fils si indifférent aux sentiments. Le lendemain matin, Roberto s'est réveillé déterminé à changer le cours de sa vie et son héritage. Il a demandé à l'avocat, le docteur Paolo, de venir au manoir. À son arrivée, Paolo a trouvé Roberto avec une expression amère mais aussi résolue. L'homme d'affaires a demandé qu'un nouveau testament soit rédigé, modifiant sensiblement la répartition des biens. Selon les instructions de son père, une part substantielle de sa fortune serait versée à des œuvres caritatives, à des projets sociaux et à quelques personnes qui lui avaient sincèrement témoigné de l'affection et de la considération au fil des ans. Carlos serait toujours pris en considération, mais dans une proportion bien plus petite que ce que l'on pourrait imaginer pour un héritier d'un empire de cette taille. De plus, Roberto a inclus des clauses spécifiques qui conditionnaient l'accès de Carlos à certaines ressources à un niveau minimum de contact avec son père, comme des visites régulières et un suivi médical. C'était une tentative désespérée pour tenter de sauver son fils, afin qu'il soit avec lui, ou du moins pour s'assurer qu'il ne soit pas complètement abandonné. Paolo semblait inquiet, car il savait que cette décision pourrait attiser davantage les tensions. Mais Roberto était convaincu. Il ne voulait pas se venger, mais il ne pouvait pas non plus continuer à supporter la froideur et le mépris de son fils pour la fortune qu'il avait bâtie. J'avais besoin, d'une manière ou d'une autre, de montrer à Carlos qu'il y avait bien plus dans la vie que des zéros sur un compte en banque. Quelques semaines plus tard, la santé de Roberto se détériore. Ses tests ont révélé de graves problèmes cardiaques et rénaux. L'équipe médicale lui a conseillé de rester au repos absolu. Mais malgré cela, il a insisté pour fixer un rendez-vous avec Carlos, voulant lui remettre personnellement une copie du testament et lui expliquer ses motivations. Il a utilisé, comme argument pour attirer son fils, le fait qu'il y avait des questions financières très importantes à régler. Carlos, intéressé par ce qui pourrait être une nouvelle opportunité commerciale, s'est finalement rendu au manoir. Il est arrivé en fin d'après-midi, arborant le même air de supériorité, entouré de 2 assistants qui ressemblaient davantage à des agents de sécurité privée. En entrant dans le bureau de son père, il se retrouve face à face avec Roberto, assis dans un fauteuil, pâle, affaibli, mais gardant une posture digne. Il y avait des documents éparpillés sur la table. Le fils eut un sourire forcé et demanda « Alors, papa, tu as finalement décidé de m'appeler pour discuter de choses sérieuses, n'est-ce pas? Quoi de neuf ?» Roberto fit signe à son fils de s'asseoir. Il fit signe aux assistants d'attendre dehors. Et Carlos, un peu à contre-cœur, accepta. Dès qu'ils furent seuls, Roberto prit le testament et le tendit à Carlos. « Regarde, mon fils, voici mes plans de succession.
Vous devez savoir que je ne suis pas en bonne santé et je ne veux rien laisser en suspens. Carlos commença à feuilleter les papiers, parcourant les provisions. Bientôt, son expression changea en un mélange de colère et de surprise. « Père, qu'est-ce que cela signifie? La majeure partie de la richesse va-t-elle à des œuvres caritatives? Et y a-t-il encore des conditions pour ce que je peux recevoir ?» Roberto, d'une voix tremblante mais ferme, « Oui, j'ai fait beaucoup pour toi, Carlos. Et malheureusement, je ne vois pas de réciprocité. J'en ai marre d'être juste une banque pour toi. J'ai donc décidé que ma fortune aurait un but plus noble. Je ne veux pas que tu sois mon héritier inconditionnel si ça ne te dérange pas d'être à mes côtés. » La réaction de Carlos a été immédiate. Il frappa la table de ses mains et se leva. « Êtes-vous fou? Je suis ton fils, c'est mon droit. Je mérite cette fortune parce que c'est pour cela que tu as travaillé, n'est-ce pas ?» Roberto secoua la tête. « C'était pour toi, oui, mais pour toi dont j'avais confiance, qui prendrait soin de moi, qui comprendrait la valeur de ce que nous avons construit ensemble. Pas pour quelqu'un qui me rejette quand j'ai le plus besoin de lui. Si vous voulez recevoir tout ce que j'ai prévu, vous devrez respecter un minimum de coexistence. Vous devrez montrer que vous vous souciez de moi en tant que famille, et pas seulement en tant que pourvoyeur. » Carlos rit d'un rire sarcastique. « Cela n'a aucun sens. Tu m'as toujours dit que je devais m'efforcer de réussir, que l'argent était la clé d'une vie confortable. Et maintenant, vous venez avec ce chantage émotionnel? Quel genre d'absurdité est-ce là ?» Roberto se leva avec difficulté, tenant sa canne. « Ce n'est pas du chantage, c'est une dernière tentative pour te sauver, pour te ramener à moi. Si tu n'en veux pas, si tu penses que c'est absurde, je ne peux rien faire, mais je ne te laisserai pas continuer à me traiter comme un poids mort. » La colère de Carlos explosa. « Tu sais quoi, papa? Tu deviens une nuisance. Tous ces drames, ces hospitalisations, ces demandes d'attention, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai des affaires à conclure, des gens à rencontrer. Je ne peux pas rester avec toi, à vivre de souvenirs d'un passé qui n'a même pas de sens. Je suis un homme d'affaires, un millionnaire, et je ne me soumettrai pas à un jeu sentimental. » Roberto regarda son fils, sentant sa poitrine se serrer. « Alors c'est comme ça que tu penses? Que je suis une nuisance ?» Carlos cria « Exactement. J'ai toute ma vie devant moi, et honnêtement, si vous ne me faites pas confiance et ne voulez pas me donner ce qui me revient de droit, qu'il en soit ainsi. Gardez votre volonté ridicule. Je construirai ma propre fortune, loin de toi. » Roberto, abattu, sentait que tout s'écroulait. Il n'y avait plus aucun masque de cordialité sur le visage du fils, qui montrait désormais ouvertement son dédain et son ingratitude. Dans un dernier espoir, il a tenté de faire appel. « Mon fils ne fait pas ça. Il est encore temps pour nous. Nous pouvons arranger notre relation si tu veux. » Carlos prit le testament, froissa quelques pages et les jeta par terre. « Je ne veux aucune réparation. Tu m'as fait perdre mon temps. Au revoir. » Et il partit, laissant Roberto seul au bureau, envahi par une douleur qui n'était plus seulement dans son cœur, mais dans son âme. À partir de ce moment-là, il n'y avait aucun doute que Carlos le voyait réellement comme un obstacle, quelqu'un qui faisait obstacle à son ascension personnelle. Roberto sentit qu'il devait rassembler ses forces pour affronter le moment le plus difficile de sa vie, la prise de conscience que son fils unique lui refusait toute affection. Les mois passèrent et la santé de Roberto resta fragile, mais stable. Il a décidé de se retirer complètement de l'entreprise, déléguant ses tâches à un conseil d'administration en qui il avait confiance. En échange, il se consacra à de petites causes philanthropiques, visitant des projets sociaux qui commencèrent alors à recevoir des ressources de son fonds privé. Au cours de ces visites, il a trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment expérimenté, la chaleur humaine, des gens qui l'accueillaient avec un cœur ouvert, qui le remerciaient non seulement pour l'aide financière, mais aussi pour sa présence et pour le temps qu'il passait à écouter des histoires de vie et à partager des expériences. Roberto y a expérimenté une nouvelle façon de se sentir utile et aimé, très différente des flatteries intéressées qu'il recevait lors de ses galas. Cependant,
La vie réserve toujours des moments extrêmes pour prouver nos vérités. Une nuit, Roberto se sentit très malade et fut de nouveau emmené à l'hôpital. Les médecins ont détecté une insuffisance cardiaque avancée. Il aurait besoin d'une greffe, sinon ses chances de survie seraient minces. Le monde semblait s'effondrer complètement. Roberto, fatigué, a demandé s'il y avait le temps d'essayer la procédure. Les médecins ont expliqué que sans l'arrivée d'un donneur compatible, il était impossible de faire une prédiction. Cela pouvait durer des semaines, des mois, voire des années. Mais il n'y avait aucune garantie. Plongé dans un mélange de tristesse et de résignation, Roberto a demandé à l'avocat Dr Paulo de lui fournir tous les documents nécessaires à la fin de sa vie. Il a écrit des lettres d'adieu, organisé des dons anticipés et même sans la présence de son fils, il a voulu tout laisser en ordre. L'hôpital est devenu sa maison et il quittait rarement son lit. Le téléphone n'a pratiquement pas sonné, à part les appels de Mariana, Paulo et de quelques directeurs d'entreprise qui semblaient vraiment inquiets. Carlos n'a pas montré son visage une seule fois, jusqu'à ce qu'un matin pluvieux, l'état de Roberto se détériore considérablement. Les infirmières et les médecins se sont mobilisés pour le stabiliser, mais rien ne semble avoir d'effet. La conscience déjà embrumée, sentant ses forces faiblir, Roberto demanda à Mariana, qui était là, d'essayer d'appeler Carlos. Mariana a passé l'appel, mais elle est tombée plusieurs fois sur la messagerie vocale. J'ai essayé d'envoyer des messages et rien. Toujours la même histoire. Dans ces dernières heures de lucidité, Roberto sentait sa respiration devenir superficielle et ses yeux devenir troubles. Il tenait la main de Mariana et essayait de dire quelque chose, mais il ne parvenait pas à prononcer les mots. Au fond, il pensait à son fils. Il imaginait l'enfant qu'était Carlos, se rappelant comment il lui avait appris à faire du vélo, comment ils avaient ri ensemble en mangeant de la pizza. Elle se souvenait de tous les efforts qu'elle avait faits pour assurer son bonheur, et il se demandait où il avait fait une erreur. Sans réponse, il laissa les larmes couler sur son visage. Puis il sentit que son temps était compté. Mariana se tenait à côté de lui, lui demandant de se calmer, de respirer, mais Roberto sentait déjà son corps s'engourdir. Le moniteur cardiaque a commencé à émettre des signaux d'avertissement. La fréquence a chuté et une équipe d'infirmières a fait irruption dans la pièce. Tout est devenu confus, plein de voix et de bruits provenant d'équipements médicaux. Au milieu de ce tourbillon, Roberto libéra sa main de celle de Mariana et sembla tomber dans un sommeil profond, sans douleur ni détresse, juste une sensation de vide. Les médecins ont tenté de le réanimer, mais le cœur du vieil homme d'affaires a lâché. Au moment où Roberto est parti, Carlos était sur un autre continent, trinquant avec des amis lors d'une fête dont le thème était la richesse elle-même. Il n'apprit la mort de son père que le lendemain, lorsque son assistant, pâle et embarrassé, lui annonça la triste nouvelle. La réaction de Carlos fut d'abord celle de l'étonnement. Peut-être n'aurait-il jamais imaginé que son père allait mourir si soudainement. Cependant, il s'est rapidement rétabli et a commencé à s'interroger sur les détails. Quand aurait lieu l'enterrement, qui s'occuperait des biens, qu'adviendrait-il de l'entreprise et surtout, si le testament final lui donnerait accès à l'Empire. La veillée funèbre de Roberto fut discrète, comme il l'avait indiqué. Peu de personnes étaient présentes, des proches, des dirigeants d'entreprise, Mariana, le docteur Paulo, quelques enfants d'une des institutions soutenues par Roberto. Ils ont apporté des fleurs cueillies dans le jardin du refuge, un geste simple qui démontrait plus de gratitude et d'affection que Carlos n'en avait jamais exprimé. Ce cadre simple et intime contrastait avec la grandeur de l'empire commercial et de la fortune de Roberto. Carlos est arrivé en retard, vêtu d'un costume de créateur. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il ne savait pas vraiment comment agir dans une situation de véritable deuil. Il a reçu des regards durs de la part de ceux qui connaissaient l'histoire de Roberto et étaient conscients de l'éloignement de son fils. Au lieu de s'approcher du cercueil, il est resté à une certaine distance, utilisant son téléphone portable, échangeant des messages.
Peut-être était-il impatient de régler rapidement les problèmes bureaucratiques. Son expression n'exprimait pas une véritable douleur, juste un léger malaise d'être dans un endroit où il n'était plus flatté. Lorsque la veillée funèbre s'est finalement terminée et que Roberto a été enterré, Carlos s'est approché du docteur Paulo pour lui demander « Alors, à propos du testament, quand allons-nous nous occuper de cela ?» Paulo, contenant la colère qu'il ressentait, répondit qu'il devait d'abord respecter le deuil, se conformer à certaines procédures légales et seulement ensuite il fixerait une réunion formelle pour lire ensemble le document final que Roberto avait laissé. Carlos hocha la tête, mais son impatience était évidente, comme si les possessions étaient désormais la priorité absolue de votre vie. Quelques jours plus tard, la lecture du testament a eu lieu dans le même bureau de Roberto, dans le manoir. En plus de Carlos et du docteur Paulo, Mariana était également présente car elle avait été désignée comme une sorte d'exécutrice testamentaire d'une partie des dons philanthropiques. En apprenant qu'une grande partie des fonds irait à des œuvres caritatives et que son accès à n'importe quel montant était conditionné à des clauses de cohabitation, Carlos a réagi avec fureur. Il a soutenu que c'était absurde, que le père n'avait pas le droit de le faire et qu'il irait en justice pour le contester. Paulo a toutefois expliqué que le document était juridiquement solide et qu'il comportait peu de failles permettant son annulation. À ce moment-là, Carlos se rendit compte que son grand projet de vie, si centré sur l'argent et l'ostentation, était en danger. Le gigantesque empire dont il se sentait tant l'héritier n'était plus sous son contrôle. Il a pointé du doigt Mariana. « C'est toi qui as tout organisé, n'est-ce pas? Il a convaincu mon père de me prendre ma fortune. Vous et ces réalisateurs flagorneurs, vous entendrez très bien, tandis que je resterai en plan. » Mariana prit une profonde inspiration, restant calme. « Carlos, ton père a pris cette décision parce qu'il voulait un fils, pas un partenaire égoïste. Il avait besoin de fixer des limites pour voir si vous montreriez de vrais sentiments. Malheureusement, il ne l'a pas fait. » Carlos, poussé par la colère, a quitté le bureau en toute hâte, en disant qu'il engagerait des avocats de renommée internationale pour renverser la situation. Mais avec le temps, il s'est rendu compte que la bataille juridique serait longue et sans garantie de victoire. De plus, la réputation d'ingratitude qui commençait à se répandre dans le monde des affaires allait nuire énormément à son image publique. Certains partenaires commerciaux sont devenus méfiants à son égard, remettant en question ses valeurs et son sens de la loyauté. Petit à petit, Carlos se retrouve isolé. Il n'appréciait plus autant les fêtes, car beaucoup de ses amis le recherchaient uniquement pour obtenir des faveurs. Son cercle de flagorneurs s'est dissous lorsqu'ils ont réalisé qu'il ne disposait plus des ressources illimitées qu'il pensait avoir. L'entreprise de marketing et d'influence, sans la subvention constante de Roberto, est tombée en difficulté financière. Les créanciers ont commencé à faire pression sur lui et Carlos s'est rendu compte qu'il devrait tout gérer seul, sans l'aide salvatrice de son père. Lors d'une nuit solitaire dans son penthouse, sans fête ni foule, Carlos a finalement compris qu'il avait perdu ce qu'il ne récupérerait jamais, l'amour de son père. Et il comprit que la fortune, si grande soit-elle, ne ramènerait pas celui qui l'avait élevé avec tant d'efforts. Il a pris son téléphone portable et a commencé à regarder de vieilles photos. Il a vu des images de lui, enfant, aux côtés de Roberto, tous deux souriant dans l'arrière-cour d'une maison modeste, bien avant qu'il ne devienne millionnaire. Cette expression de pur bonheur lui fit ressentir un pincement au cœur, un regret amer. Il se souvenait des conversations qu'il avait avec son père, des enseignements sur le travail acharné, du petit déjeuner familial qu'il aimait tant quand il était petit. Avec quel amour son père était-il là lorsqu'il tomba malade pour la première fois et dut rester au lit pendant des jours. Il s'est rendu compte trop tard qu'il avait passé sa vie à exiger toujours plus, sans jamais s'arrêter pour être reconnaissant ou donner en retour. Envahi par une angoisse qu'il ne pouvait dissiper, Carlos enfila des vêtements et se rendit au cimetière privé où Roberto était enterré.
L'endroit était vide, et une brise légère et froide faisait bruisser les feuilles des arbres. À chaque pas, Carlos ressentait le poids des choix qu'il avait faits. En s'approchant de la tombe, il vit que quelqu'un avait laissé un bouquet de fleurs fraîches, peut-être Mariana ou un ancien employé qui aimait vraiment Roberto. Là, devant la simple pierre tombale portant le nom de son père, Carlos succomba finalement au remords. Il tomba à genoux, posant ses mains sur le sol humide, et sentit les larmes couler sur son visage, sanglotant comme un enfant qui s'est égaré. C'était une scène silencieuse et dévastatrice. À ce moment-là, un tourbillon de souvenirs lui vint à l'esprit. Et tout ce qu'il put dire, entre deux sanglots, fut « Pardonnez-moi, Père, j'étais aveugle. Pardonnez-moi. » Mais il n'y avait pas de retour en arrière. Cette demande de pardon résonnait dans le vide, sans espoir d'être exaucée. Aucune somme d'argent ou de pouvoir ne pourrait changer le fait que Roberto n'était plus là pour l'accueillir. Carlos quitta ce cimetière encore plus seul, comprenant enfin que l'ingratitude peut coûter cher et que la plus grande richesse de la vie n'est pas dans les coffres, mais dans les cœurs que nous apprenons à aimer et à respecter. Après cette nuit où Carlos s'est agenouillé devant la tombe de Roberto, quelque chose en lui a commencé à changer. L'immense tristesse, combinée à la culpabilité, commença à le tourmenter chaque jour. Le vide laissé par la perte de son père semblait impossible à combler. Il ne pouvait plus se concentrer sur ses affaires, car les souvenirs de son comportement froid et négligent lui revenaient comme un film en boucle. Cette scène finale, dans laquelle il dit au revoir à son père de manière égoïste et sans amour, était insupportable à revoir, mais elle fut répétée avec insistance. Dans les jours qui ont suivi, Carlos a dû faire face à une série de complications juridiques concernant le testament. Malgré la menace d'intenter une action en justice pour contester les dispositions de Roberto, ses avocats n'ont trouvé aucune faille cohérente qui pourrait invalider le document. Chaque ligne était bien soutenue juridiquement grâce à la prudence du docteur Paulo. La seule véritable alternative serait de prendre un risque très élevé dans un long procès, qui impliquerait des dommages financiers et d'image, probablement sans succès. Dans le même temps, leurs affaires ont également souffert. Certains de ses anciens partenaires ne faisaient plus entièrement confiance à son jugement. Le départ et la mort de Roberto ont laissé l'entreprise sans les bases éthiques qui lui permettaient de continuer à tourner. De nombreux employés dévoués à Roberto regardaient Carlos avec suspicion ou ressentiment, connaissant sa réputation d'héritier ingrat. Et même s'il avait des idées modernes, Carlos n'avait pas le charisme paternel pour motiver l'équipe. Les résultats ont commencé à chuter. La presse économique, jusque-là si prompte à le louer comme un héritier prometteur, a commencé à s'interroger sur ses capacités de leadership. De petites colonnes et des articles décrivaient subtilement l'ingratitude dont il avait fait preuve et se demandaient s'il aurait la force de rester sur le marché sans le soutien de Roberto. La réputation de Carlos, construite en grande partie sur l'image solide de son père, a été ébranlée. C'est dans ce scénario turbulent que Carlos a décidé de s'éloigner un moment. Il a annulé plusieurs apparitions publiques, réunions et voyages. J'avais besoin de réfléchir à ce que je voulais vraiment de la vie. Il quitta son penthouse et partit passer quelques semaines dans une maison de campagne qui appartenait à la famille mais était rarement utilisée. Il était situé à la périphérie d'une chaîne de montagnes, entouré d'une végétation dense. C'était un endroit simple, comparé aux manoirs ou aux appartements luxueux où il vivait, mais il offrait la tranquillité nécessaire pour repenser son chemin. Les premiers jours furent étranges. Sans les fêtes, sans la présence des flatteurs, sans l'agitation de la ville, Carlos se retrouva confronté au silence. Il a dû faire face à sa propre conscience, tourmenté par des frissons de culpabilité. Il dormait mal, faisait des cauchemars dans lesquels il voyait son père, affaibli, demander de l'aide, tandis que lui, indifférent, lui tournait le dos. Il se réveilla en sursaut, en sueur froide, comme s'il entendait l'écho des paroles de Roberto. À la recherche d'un peu de soulagement, Carlos a commencé à revisiter de vieilles photos et de vieux journaux
qu'il avait trouvées stockées dans des placards poussiéreux de la maison de campagne. Il y avait des albums de famille là-bas quand il n'était qu'un petit garçon, des photos de Roberto souriant, accompagné de sa défunte épouse, lors de promenades sur la plage, de simples anniversaires. Dans ces disques, il n'y avait pas de luxe, pas de marque de créateur, mais plutôt un bonheur authentique. Il s'est vu dans les bras de son père le premier jour d'école, recevant une étreinte chaleureuse. Tout cela l'émut et il se retrouva à pleurer à plusieurs reprises, regrettant de ne pas avoir chéri ces moments pendant qu'il en était encore temps. Il a également retrouvé les vieux cahiers de son père, dans lesquels Roberto notait des idées d'affaires et des réflexions sur la vie. Sur une page, il a lu quelque chose qui l'a profondément secoué. « Tout ce que je fais, c'est pour l'amour de mon fils. Il est mon plus grand trésor. Qu'un jour il comprenne à quel point je me soucie de lui. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Carlos comme un coup fatal. Comment a-t-il pu ignorer le dévouement de son père pendant si longtemps? Où étais-tu quand Roberto avait le plus besoin de toi? Malgré la douleur, Carlos commença à sentir que ces fouilles dans la mémoire étaient nécessaires pour qu'il puisse comprendre l'ampleur de ses erreurs. Peut-être était-il trop tard pour demander pardon à Roberto, mais je pouvais encore honorer sa mémoire d'une manière ou d'une autre. Au cours des jours suivants, entre lectures et promenades solitaires dans la maison, une idée commença à prendre forme dans son esprit. Il était peut-être temps d'abandonner ce style de vie futile et de reconstruire un héritage moins matériel et plus humain, en suivant les traces de ce que Roberto avait commencé à faire au cours de la dernière année de sa vie. C'est alors que, par un après-midi pluvieux, Carlos a pris le téléphone et a appelé Mariana. La relation entre les deux avait toujours été distante. Il la voyait comme une simple connaissance de son père. Cependant, elle reconnaît désormais qu'elle est l'une des rares personnes à soutenir Roberto dans les moments cruciaux. Lorsque l'appel a été connecté, Mariana a répondu d'une voix prudente. Carlos a expliqué qu'il avait besoin de parler, qu'il voulait en savoir plus sur le travail philanthropique que Roberto avait commencé et sur les projets qui recevaient des ressources du fonds de dons. Surprise, mais prête à l'aider, Mariana a convenu de le rencontrer dans quelques jours. Ils se sont rencontrés au siège d'une institution qui héberge des enfants orphelins, l'une des premières à recevoir le soutien financier de Roberto. L'endroit était simple mais bien entretenu, avec des murs peints de couleurs gaies. En arrivant, Carlos remarqua que les enfants couraient dans les couloirs, excités, et qu'un air de tendresse régnait à l'intérieur. Il a été accueilli par la coordinatrice, qui lui a montré quelques salles et lui a expliqué les activités proposées aux enfants. Mariana l'a accompagné, mentionnant que Roberto, dans les derniers mois de sa vie, avait été enchanté par ce projet, lui rendant visite régulièrement, lui apportant des ressources et surtout lui prêtant attention. Carlos se retrouva face à de petits visages curieux qui, en entendant le nom de Roberto, parlèrent de lui avec affection. Tonton Roberto était gentil, il apportait des cadeaux et racontait des histoires, raconte un petit garçon d'environ 7 ans. « Oh, il a promis qu'il ne nous oublierait jamais », a ajouté une fille au regard doux. Cela provoqua un pincement dans la poitrine de Carlos et il continua en silence à travers les couloirs, réfléchissant à l'éloignement qu'il avait de tout cela. Mariana a remarqué sa détresse émotionnelle et dans une salle privée, elle a expliqué plus en détail ce que Roberto avait fait pour aider l'institution. Financer des rénovations, garantir une alimentation de qualité et investir dans l'éducation des enfants. Mariana a également déclaré que le père de Carlos ne se contentait pas de donner de l'argent, mais qu'il aimait rendre visite aux enfants, jouer avec eux et s'informer de leurs préoccupations. Je voulais laisser un héritage qui ne soit pas seulement financier, mais aussi émotionnel. À ce moment-là, Carlos réalisa enfin qu'il avait devant lui un exemple d'un être humain qu'il n'avait jamais connu en profondeur. J'avais toujours pensé que Roberto était obsédé par le travail et l'argent, mais la vérité était bien plus profonde. Sur une note impulsive, Carlos a demandé à visiter la pièce où dormaient les enfants.
Et quand il est arrivé, il a remarqué que les lits superposés étaient bien rangés et simples. Mais maintenant, grâce au financement de Roberto, chaque enfant avait un kit de vêtements et de chaussures adaptés. Il a remarqué dans le coin une petite bibliothèque de fortune, également offerte par son père, pleine de livres pour enfants. Dans chaque petit détail, on pouvait voir la touche d'engagement de Roberto à donner un peu de dignité à ceux qui avaient peu. Carlos ressentit un mélange de honte et d'admiration, et, pour la première fois depuis des années, il voulut sincèrement suivre les traces de son père, non pas pour se promouvoir, mais pour compenser le manque qu'il avait commis. À la fin de la visite, Carlos a dit au revoir au coordinateur et aux enfants, promettant de revenir. Mariana, qui observait chacun de ses gestes, vit qu'il y avait de la sincérité dans son regard. Il ne faisait pas semblant d'avoir de la compassion. Il semblait vraiment touché. Sur le parking, avant de se séparer, Carlos a admis « Mariana, j'ai été ingrate envers mon père. Je suis parti, je voulais juste me montrer et je n'ai pas vu l'homme incroyable qu'il était. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est essayer d'honorer une partie de ce qu'il a commencé. Puis-je compter sur toi pour me montrer ce que Roberto faisait de mieux ?» Mariana eut un léger sourire. « Bien sûr, Carlos, si vous souhaitez vraiment prendre cet engagement avec un cœur ouvert, je serai là pour vous soutenir. Mais sachez que ce n'est pas quelque chose que vous faites par pur remords. C'est un travail qui exige un dévouement sincère. » Carlos, d'une voix tremblante, répondit « Je comprends. J'ai besoin de changer, non pas par culpabilité, mais parce que c'est juste. Mon père méritait ça de ma part. » Ainsi, une nouvelle routine commença pour Carlos. Il a commencé à se rendre chaque semaine dans les institutions que Roberto soutenait, parlant aux responsables, aux bénévoles et aux bénéficiaires. Il a laissé derrière lui ses vieilles habitudes de fête et de dépenses exorbitantes, ce qui a surpris son entourage. Certains amis égoïstes ont pris leur distance parce qu'ils pensaient qu'il était devenu fou. Cependant, ceux qui se souciaient vraiment de Carlos, même s'ils étaient peu nombreux, l'ont soutenu dans sa transition. Lors de ces rencontres, Carlos a appris des histoires de dépassement, a vu la douleur et l'espoir de ceux qui avaient très peu et, surtout, a commencé à comprendre pourquoi Roberto était si ému par ces causes. Sa vie avait été consacrée à donner à Carlos la vie d'un prince, mais au final, il a trouvé plus de sens à aider des étrangers à avoir un minimum de dignité. C'était comme si le père avait découvert, trop tard, que la véritable richesse ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans l'amour et la compassion pour les autres. Ce changement de perspective a poussé Carlos à décider de commencer à restructurer sa propre entreprise. Il a appelé les administrateurs, dont beaucoup étaient sceptiques quant à ce nouveau positionnement, et a annoncé qu'il souhaitait inclure un agenda de responsabilité sociale dans chaque domaine d'activité. Il a évoqué les investissements dans des projets éducatifs, la formation des jeunes vulnérables et les partenariats avec des ONG. Certains dirigeants ont affirmé que cela réduirait les profits et qu'il y aurait des risques financiers. Carlos, cependant, pour la première fois, a adopté une position ferme. Cela peut réduire les profits à court terme, mais je ne peux plus ignorer ce qui est vraiment important. Mon père l'a compris bien avant moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette nouvelle vision, vous êtes libre de partir. À la surprise générale, seuls quelques-uns ont démissionné. La majorité, même si elle n'a pas bien compris, a décidé d'accorder un vote de confiance aux nouveaux dirigeants. Après tout, il y avait une certaine curiosité de voir à quoi ressemblerait cette transformation. Et au fil du temps, ils ont été surpris de voir que les initiatives de responsabilité sociale commençaient à améliorer l'image de l'entreprise. De nouvelles portes se sont ouvertes avec des clients et des partenaires qui valorisent l'engagement humanitaire. Peu à peu, l'entreprise est devenue un symbole d'innovation, non seulement en matière de technologie et de marketing, mais aussi dans des actions qui ont fait une différence dans la vie de nombreuses personnes. Malgré ces avancées, Carlos ressentait encore un profond vide en lui. Il aurait pu essayer de réparer ses erreurs en travaillant pour les autres, mais il n'y avait aucun moyen de remonter le temps et de sauver Roberto.
Les nuits continuaient à être difficiles. Parfois, il rêvait qu'il accueillait son père chez lui, qu'ils se prenaient dans les bras et parlaient de leur vie quotidienne. Mais ensuite, je me suis réveillé, sentant la réalité peser comme un marteau. Il n'y avait plus de temps pour les câlins. Un après-midi, alors qu'il visitait une maison de retraite qui avait également bénéficié des fonds de Roberto, Carlos a rencontré un homme qui l'a reconnu. Cet homme, en fauteuil roulant, s'est approché et a commenté. « Vous êtes le fils de Monsieur Roberto, n'est-ce pas? Il est venu ici pour nous parler, écouter nos problèmes. J'ai toujours apporté des fleurs à ma femme avant son décès. Un homme bon. Je suis vraiment désolé de le voir partir. » Carlos sentit un pincement au cœur. Je ne savais pas que Roberto fréquentait aussi les maisons de retraite. Il baissa les yeux et répondit « Mon père a aidé beaucoup de gens. Je regrette seulement de ne pas avoir été à ses côtés comme j'aurais dû l'être. » Le vieil homme, avec un regard tendre, prit la main de Carlos et dit « Parfois, nous ne découvrons la valeur de quelqu'un que lorsqu'il est trop tard. Mais l'amour que ton père avait pour toi survit ici. » Il disait toujours « Mon fils est un grand homme, il doit juste trouver son propre cœur. Ne te punis pas autant, jeune homme. » Honorer sa mémoire en vivant dignement. Ces mots inondèrent Carlos d'un mélange de soulagement et de tristesse. Il a vu que, même à cet endroit, Roberto avait répandu la bonté, et maintenant, des gens qu'il n'avait jamais rencontrés reconnaissaient son effort tardif pour changer. En partant, elle sentit les larmes couler sur son visage, mais cette fois, elle ne put les retenir. Il pleurait doucement, appuyé contre la voiture, essayant d'assimiler la leçon que la vie lui présentait. Suivant ce nouveau chemin, Carlos a également commencé à fréquenter l'entreprise que Roberto avait laissée sous la direction de directeurs de confiance. Non pas pour assumer un rôle autoritaire, mais pour comprendre comment les choses fonctionnaient. Il s'est attaché à étudier les rapports, à échanger avec les équipes opérationnelles, à comprendre le modèle de gouvernance que son père avait mis en place. Il fut surpris de voir l'efficacité et l'harmonie qui régnaient entre les départements, quelque chose qu'il avait lui-même gâché des années auparavant avec son arrogance. Il a reconnu que son père n'était pas seulement un génie des affaires, mais aussi un leader qui accordait de l'importance au bien-être de ses employés. Au fil des mois, Carlos a traversé un processus de profonde transformation. Il a perdu tout intérêt à se mettre en valeur sur les réseaux sociaux et à accumuler des biens superflus. Il a transféré plusieurs de ses voitures de luxe à des ventes aux enchères caritatives, reversant les bénéfices aux institutions qui lui étaient si chères. Il vendit des propriétés qu'il gardait uniquement pour des raisons de statut, investissant les ressources dans des fonds destinés à créer des opportunités d'études et de travail pour les jeunes nécessiteux. Petit à petit, il commença à ressentir un étrange sentiment de paix intérieure, comme s'il alignait enfin ses valeurs avec des actions concrètes, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. La relation avec Mariana a également changé. Si auparavant ils se parlaient à peine, ils sont désormais devenus des amis proches, des confidents. Elle a vu chez Carlos un véritable désir de rédemption et, en même temps, elle a remarqué la douleur qu'il portait en raison de l'absence définitive de Roberto. Ensemble, ils ont commencé à organiser des événements de collecte de fonds et des conférences de motivation en utilisant l'influence que Carlos avait encore dans le monde des affaires. Ils ont également créé un forum annuel à la mémoire de Roberto, où dirigeants, investisseurs et membres d'ONG se sont réunis pour discuter de modèles commerciaux plus inclusifs et durables. À ces occasions, Carlos montait sur scène, sans arrogance, et racontait l'histoire de son père, comment il était parti de zéro, comment il avait travaillé dur, et comment, à la fin de sa vie, il avait découvert le pouvoir transformateur de l'altruisme. Sans cacher ses larmes, Carlos a publiquement admis son erreur et son ingratitude, mais a montré qu'il cherchait désormais à suivre un autre chemin. Cette honnêteté a fini par générer une grande couverture médiatique, mais, contrairement à ce qu'on pourrait supposer, elle ne lui a pas porté préjudice.
De nombreuses personnes ont été inspirées par son histoire de changement d'attitude et ont commencé à le soutenir dans des projets sociaux et commerciaux ayant un impact positif. Bien sûr, il y avait encore ceux qui le critiquaient, disant que tout cela n'était qu'une opération de marketing pour redorer son image. Mais Carlos ne se souciait plus autant de l'opinion des autres. Ce qui comptait vraiment, c'était de savoir que, dans les coulisses, les enfants recevaient une meilleure éducation, les personnes âgées recevaient de l'aide et les travailleurs en difficulté trouvaient des opportunités. Il avait le sentiment que, d'une certaine manière, il continuait ce que son père avait commencé, même s'il était trop tard pour se racheter complètement. Le grand test de son changement est survenu lorsqu'il a reçu une invitation à reprendre le contrôle formel de la branche technologique de la société fondée par Roberto. Les dirigeants, voyant les résultats du changement social, ont cru que Carlos était enfin prêt à diriger de manière responsable. Après mûre réflexion, il a accepté, mais à condition de mettre en place un conseil de gouvernance pluraliste, où les représentants des salariés et des communautés soutenues par l'entreprise pourraient avoir voix au chapitre. Cela a provoqué une surprise initiale, mais il a expliqué. Mon père m'a appris que les affaires se font avec des gens, pas seulement avec des feuilles de calcul. Je veux m'assurer que cette entreprise conserve le caractère humain qu'il appréciait tant. La décision n'a pas été unanime, mais elle a été acceptée. Et puis, lors d'un après-midi marqué par un profond symbolisme, Carlos entra dans la pièce où, des décennies auparavant, il avait vu Roberto diriger des réunions décisives et s'assit sur la chaise qui avait appartenu à son père. Il ressentait un mélange de fierté et d'humilité. Il se rappelait comment, dans le passé, il avait voulu cet endroit pour lui-même, simplement par ambition. Il était désormais là pour une mission plus grande, honorer l'héritage que son père avait construit, en essayant de réparer ses propres erreurs. Les premières semaines ont été marquées par une immersion complète dans le quotidien de l'entreprise. Carlos a discuté avec le département des ressources humaines pour créer des programmes de formation pour les jeunes à risque, offrant des stages et des opportunités d'emploi. Il a proposé de réduire certaines primes des dirigeants pour réorienter une partie des fonds vers des projets éducatifs internes, bénéficiant aux enfants des employés. Ce fut un choc culturel, mais étonnamment, la motivation de l'équipe a grandi. Les résultats financiers ont également commencé à s'améliorer, l'entreprise étant désormais considérée comme une référence en matière de responsabilité sociale dans le secteur. Cela a attiré des partenariats internationaux, notamment des fonds intéressés à investir dans des entreprises ayant un impact social. À cette époque, le premier anniversaire de la mort de Roberto approchait. Carlos a décidé de rendre un hommage particulier à son père. Il organisa un événement dans le manoir sur la colline qu'il n'utilisait plus pour l'ostentation, invitant d'anciens employés, d'anciens directeurs, des partenaires, des amis et des bénéficiaires de toutes les institutions soutenues par Roberto. L'objectif était de célébrer la mémoire du fondateur, de reconnaître ce qu'il avait fait pour tant de personnes et de présenter au monde le nouveau chemin que prenait l'entreprise. Lorsque le jour arriva, le manoir était rempli d'une énergie complètement différente de celle d'avant. Au lieu de célébrités superficielles, il y avait des enfants souriants, des aînés reconnaissants, des bénévoles et des professionnels inspirés par la cause. Dans les salles autrefois réservées aux fêtes ostentatoires, on a désormais vu apparaître des stands où chaque institution exposait ses réalisations et ses projets futurs. Le décor mélangeait des photographies de Roberto à différentes étapes de sa vie, montrant son humble parcours pour devenir magnate, puis son implication dans des actions philanthropiques. Carlos a ouvert l'événement avec un discours émouvant. Il parlait sans lire de notes, en regardant les gens dans les yeux. Aujourd'hui, cela fait 1 an que mon père, Roberto, n'est pas parmi nous, mais nous célébrons aussi tout ce qu'il a représenté. Il a bâti un empire, mais surtout il a découvert que la plus grande richesse est de partager ce que l'on a avec ceux qui sont dans le besoin. J'ai eu du mal à comprendre cela. J'ai été ingrat.
je l'ai quitté. Je n'ai réalisé l'énormité de ce qu'il avait fait que lorsqu'il était trop tard pour m'excuser en personne. Mais la vie m'a donné la chance de suivre le chemin qu'il m'a montré. Je ne pourrai pas compenser ce que j'ai perdu sur le plan personnel, mais je veux l'honorer en vous aidant tous à grandir et à prospérer. Comme mon père le disait toujours, la valeur d'un homme ne réside pas dans l'argent qu'il gagne, mais dans le nombre de vies qu'il change. Merci papa pour tout. Tu me manques tous les jours. Quand il eut fini, Carlos ne put retenir ses larmes. Et il n'était pas le seul à être ému. Beaucoup ont applaudi et à ce moment-là, on a senti que, d'une certaine manière, Roberto était présent. Si dans sa vie, il n'avait pas pu être témoin du changement de son fils, c'était maintenant comme si son héritage se perpétuait dans le cœur de tous ceux qui étaient là. Mariana s'est approchée de Carlos et lui a fait un câlin sincère. Il la remercia de l'avoir aidé à comprendre ce qui était vraiment important. Après le discours, un programme culturel a pris possession des salles, avec des prestations musicales d'enfants et de jeunes bénéficiaires des projets. Des personnes âgées sont montées sur scène pour raconter comment Roberto leur a donné de l'attention et de l'espoir. Des histoires de dépassement et de gratitude surgissaient à chaque coin de rue et Carlos marchait parmi les gens, écoutant, souriant, accueillant. C'était l'événement qu'il n'avait jamais imaginé faire. Mais maintenant, cela semblait être le seul moyen d'honorer la mémoire de son père. Le lendemain, plusieurs rapports et publications sur les réseaux sociaux ont salué l'initiative, soulignant l'évolution de Carlos en tant que leader et en tant qu'individu. Certains se sont demandé s'il s'agissait simplement d'une question de marketing, mais pour la plupart, il était clair qu'il y avait de la sincérité dans chaque geste. Le magazine économique le plus prestigieux du pays a publié sur sa couverture la phrase « L'héritier qui s'est réinventé ». Et Carlos, interrogé, a simplement dit qu'il ne se souciait pas des titres ou des étiquettes, que son objectif était de perpétuer ce que son père lui avait enseigné. Quelques semaines plus tard, Carlos a reçu dans son bureau l'un des avocats qui s'occupait des donations dans le testament de Roberto. L'avocat a déclaré qu'il restait encore quelques questions en suspens, notamment concernant une ancienne propriété que Roberto avait conservée à son nom et qui n'était pas incluse dans les dispositions initiales. C'était une petite maison dans le quartier où Roberto avait grandi. Carlos a décidé d'aller voir l'endroit lui-même, car il n'en avait jamais entendu parler. En arrivant sur place, il trouva une maison simple, presque en ruine, avec un petit jardin mal entretenu. Il a parlé à certains voisins qui ont dit que Roberto avait un lien émotionnel avec cet endroit, car c'était là qu'il avait passé son enfance. D'une manière ou d'une autre, Roberto n'a jamais voulu le vendre ou le rénover, préférant le garder tel quel, peut-être en mémoire de ses humbles origines. Carlos entra dans ce qui restait de la maison, voyant des murs écaillés et de vieux meubles couverts de poussière. Là, il trouva un coffre en bois, fermé à clé, mais sans grande difficulté à briser le cadenas. À l'intérieur du coffre se trouvaient des albums photos encore plus anciens, des lettres de parents décédés et, parmi elles, une lettre que Roberto avait écrite alors qu'il avait un peu plus de 20 ans. Dans cette lettre, adressée à personne en particulier, Roberto parlait de ses rêves, de son désir de fonder une famille et de donner à son fils tout ce qu'il n'avait jamais eu. Il a déclaré « Un jour, j'espère que mon fils sera fier de moi et que je pourrai être plus qu'un simple soutien de famille pour lui. Je veux être un ami, un compagnon de voyage. » Carlos a fini de lire avec les larmes aux yeux. C'était la preuve que l'amour de Roberto pour lui était là depuis bien avant sa naissance. Un amour qui avait traversé des décennies, résisté aux tempêtes, mais qui n'avait pas été compris au bon moment. Il quitta cette maison le cœur lourd, mais avec une clarté renouvelée. Désormais, il ne lui restait plus qu'à honorer la mémoire d'un père qu'il avait toujours aimé inconditionnellement. Petit à petit, Carlos est devenu un symbole de transformation non seulement au sein de l'entreprise elle-même, mais sur l'ensemble du marché. Ses initiatives à impact social ont reçu du soutien et il est lui-même devenu orateur lors de plusieurs événements.
Il a raconté son histoire sans cacher ses erreurs, exposant la dure leçon d'ingratitude qu'il avait apprise. Les gens de différents secteurs ont commencé à vénérer non seulement la mémoire de Roberto, mais aussi le courage de Carlos qui a reconnu son erreur et a changé la donne. Au cours des années suivantes, l'entreprise fondée par Roberto a atteint une référence mondiale en équilibrant bénéfices et responsabilités sociales. Carlos supervisait les opérations, mais veillait à maintenir un contact étroit avec les employés et les communautés soutenues. Il était devenu courant de le voir lors d'événements caritatifs, vêtu de vêtements simples, parlant aux gens d'égal à égal. Il avait enfin gagné le respect qu'il avait jusque-là tenté d'acheter par l'ostentation. La mémoire de Roberto a également été préservée dans un institut portant son nom, entièrement dédié à l'éducation des enfants et des jeunes à faible revenu. Là, des cours de programmation, de robotique et d'entrepreneuriat étaient proposés, toujours avec des bourses complètes pour ceux qui ne pouvaient pas en assumer les coûts. Carlos a participé activement au conseil d'administration de l'Institut, veillant à ce que l'héritage de son père se propage toujours plus loin. Et à chaque cérémonie de remise de diplôme, il avait le sentiment de pouvoir en quelque sorte partager avec Roberto la joie de transformer des vies. Même s'il avait transformé sa douleur en action, Carlos n'a jamais cessé de regretter son père. Lors de journées spéciales, comme l'anniversaire de Roberto ou les anniversaires de famille, il se rendait sur sa tombe pour lui déposer des fleurs et lui parler en silence. Il n'était pas rare de le voir assis là, parfois en train de lire un vieux livre d'affaires ou simplement de contempler l'horizon, réfléchissant à la façon dont tout aurait pu être différent s'il avait valorisé Roberto dans la vie. Ce fut un deuil continu, mais il trouva un sens dans la mission de faire le bien que son père avait commencé. Au fil du temps, Carlos a écrit un livre autobiographique intitulé « Le prix de l'ingratitude, le voyage d'un héritier à la recherche de la rédemption ». Il y raconte en détail tout son parcours, son enfance privilégiée, son arrogance juvénile, la froideur avec laquelle il traitait son père, le choc de sa perte et enfin son éveil à une nouvelle façon de vivre. Le livre est devenu un best-seller, non seulement dans le monde des affaires, mais aussi parmi les lecteurs ordinaires, émus par l'histoire vraie d'un fils qui n'a pris conscience de la valeur de l'amour paternel que lorsqu'il était trop tard. Il est devenu courant pour les jeunes entrepreneurs de demander conseil à Carlos en matière d'affaires et de vie. Et au lieu de parler uniquement de profit et de stratégie de marché, il a souligné l'importance de valoriser les personnes, de faire preuve d'empathie, de se rappeler que derrière chaque transaction commerciale, il y a des êtres humains, avec des rêves et des souffrances. Beaucoup sont repartis de ces conversations avec une perspective différente sur ce que signifie être un leader. Un jour, lors d'une conférence internationale sur les entreprises à impact social, Carlos a reçu une ovation debout lorsqu'il a terminé son exposé en racontant une courte histoire. La dernière conversation qu'il a failli avoir avec Roberto. Celle où son père lui avait demandé, d'une voix faible, juste un peu d'attention et de soins, et il avait refusé. Le silence qui s'abattit sur l'auditorium était émouvant. Lorsqu'il a conclu en affirmant que ce moment ne quitterait jamais son esprit, car cela avait été sa plus grande erreur, le public a éclaté en applaudissements. Certains ont pleuré, réalisant qu'ils avaient reçu une précieuse leçon sur l'humanité. Ainsi, le cycle était achevé. Si, d'un côté, Roberto est parti sans recevoir l'amour qu'il avait tant désiré, de l'autre, son sacrifice n'a pas été vain. Il a planté dans le cœur de son fils la certitude que la vie sans affection ne vaut pas la peine, que l'argent sans empathie est vide. Et bien que tardivement, cette graine a fleuri, transformant Carlos en un homme qui, enfin, a compris le vrai sens du mot « héritage ». Dans ces dernières années, plus âgé et avec les cheveux gris, Carlos dirigeait toujours l'empire commercial, mais il s'efforçait de maintenir une routine simple. « As-tu dormi dans le vieux manoir » Rarement.
Je préférerais rester dans une maison plus petite, voire voyager dans des communautés en suivant des projets sociaux. Il a fondé un programme de bourse d'études portant le nom de Roberto, destiné aux jeunes à faible revenu qui rêvaient de fréquenter les meilleures universités. Et à chaque fois que j'assistais à des cérémonies de remise de diplômes, je ressentais un souffle de joie en voyant ces jeunes monter sur scène, recevant le diplôme qui représentait une nouvelle vie. Lors d'une de ces remises de diplôme, un jeune homme s'est approché de lui, ému en le remerciant. « Tu m'as donné une chance que je n'aurais jamais eue, et je sais que c'est ton père qui t'a inspiré. Alors, merci à vous, monsieur, ainsi qu'à votre Roberto, où qu'il soit. » Carlos sourit, serra la main du garçon et répondit doucement. « Je te remercie de m'avoir permis de faire partie de ton histoire. Mon père serait très fier aujourd'hui. » À ce moment-là, il sentit une légère brise lui caresser le visage, et pendant un instant, il crut sentir la présence de Roberto, comme si son père confirmait que finalement, son fils avait trouvé le bon chemin. Ainsi se termine le voyage d'un millionnaire qui a appris, à ses dépens, que l'ingratitude peut détruire des liens précieux. Carlos a finalement compris que tout l'argent du monde ne suffit pas à acheter l'amour perdu. Mais en reconnaissant son erreur et en se consacrant à une cause plus grande, il a transformé sa douleur en leçon. L'histoire, qui a commencé avec une dévotion paternelle inconditionnelle et s'est terminée par une rupture douloureuse, est née de ses cendres, montrant que l'héritage d'un homme bon peut racheter même le cœur le plus endurci. Peut-être que Roberto n'a jamais entendu les excuses de Carlos, mais dans chaque acte altruiste de son fils, il semblait y avoir le pardon silencieux d'un père qui, au fond, a toujours cru que le véritable amour finirait par triompher.